C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'expansion des cellules djihadistes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons abordé dans la première partie de notre émission qui ils sont. On l'a vu, ce sont des groupuscules fragmentés, inféodés à Al-Qaïda et Daesh. Mais que veulent-ils? On en parle. Mais avant, écoutons ce qu'en dit le journaliste Bonkanege Alpha Maïga. Initialement, c'était effectivement les djihadistes qui ont été démantelés par l'opération Serval en 2013, donc qui les a essaimés dans toute la sous-région et qui ont trouvé des mains correspondantes dans le nord et l'est du Burkina Faso, à partir du centre du Mali, justement. Ils revendiquent, entre autres, la suppression de l'école moderne telle que nous la vivons. Ils ne reconnaissent pas l'État, nos États actuels. Ils revendiquent la mise en place d'un État islamique. Ils ne veulent pas d'école, ils ne veulent pas l'instruction, en l'occurrence des filles, ils ne veulent même pas d'État. Pour eux, il faut laisser l'espace vacant. Mais il se trouve effectivement, monsieur l'ancien député, que vous l'avez évoqué dans la première partie de notre émission, que ces gens prospèrent, leur discours prospère sur la misère de certains de nos frères. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en train d'occuper, ils viennent occuper des espaces que les institutions ont laissés vacants? Absolument. C'était valable au Mali. Ça a été valable au Mali. Hein. On l'a vu avec Amadou Koufa, le prédicateur Peul. Hein. L'absence d'État facilite le développement du terrorisme. La misère facilite le développement du terrorisme. L'absence de démocratie facilite le développement du terrorisme. À partir du moment où vous excluez, je prends un exemple de chez moi, des lois scélérates, où on dit il faut 25 millions pour être candidat à l'élection présidentielle, pour avoir une liste aux élections législatives, il faut 24 millions. Est-ce que les jeunes peuvent avoir cet argent-là pour se présenter? Le code du numérique, le moindre petit texto envoyé sur WhatsApp, on vous envoie en prison. Est-ce que cela... Vous pensez qu'effectivement, l'accumulation des frustrations... Mais bien sûr, il y a quelques jours, cher monsieur, oui. Les militaires ont tiré sur la population qui Vous parlez de votre pays, le Bénin. C'est tout à fait déplorable, inacceptable. Oui, est-ce que ça ne crée pas des frustrations absolument terribles? Donc je crois que l'État donne là un mauvais exemple, mais c'est la pratique de la terreur. En réalité, tirer sur des manifestants tout à fait désarmés. Hein. Et je vais vous dire en plus une chose, c'est que chez nous actuellement, les militaires sont dans les communes, dans les villages, dans le cadre de notre crise pré- et post-électorale, au lieu d'être au front face aux djihadistes. Parce que c'est ça aussi le problème. Donc, finalement, la solution, c'est une solution démocratique. C'est une solution, il faut apporter. Et ça répond effectivement, M. Koundou, à ce que disait Alain Jules Meunier. On ne peut pas ressembler aux terroristes parce qu'il y a une différence entre eux et l'État et les institutions de la République. Il faut apporter comme réponse à la fois la fermeté, mais aussi la démocratie. Donc, ce qu'on comprend, vous êtes spécialiste de cette question, il ne suffit pas, la réponse militaire, ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut s'attaquer au mal à la racine. Et c'est le mal développement, la misère. Oui, effectivement, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'armée? Bon, certes, l'armée est un marteau, mais tous les problèmes que rencontre l'armée ne sont pas des clous. C'est-à-dire, vous avez pu le voir, l'armée apporte des solutions d'ordre militaire un peu partout. Par exemple, la projection des forces américaines en Irak, en 2002, en un mois, la solution militaire, elle a été trouvée. Oui, le régime mais le problème est resté. Oui, mais autrement dit, l'armée crée une accalmie. Et cette accalmie devrait donc être capitalisée, je dirais, en initiative de développement durable. Mais aussi, il faut apporter de bonnes solutions. On a pu voir en 2012 au Mali, l'opération Serval, c'est-à-dire a permis, je dirais, un renversement du rapport de force sur le plan conventionnel. Qu'a-t-on fait par la suite? Tant qu'il n'y aura pas de solution politique au problème touareg, les accalmies impulsées par les armées ne seront qu'éphémères. Voilà le problème. La solution politique que Mais on le sait, il y a quelque temps, c'est-à-dire la coalition de toutes les associations de la Zawad, le Nord Mali, à un moment donné, ils demandaient l'indépendance. Ils n'en sont plus au niveau de l'indépendance. Maintenant, ils veulent une plus grande autonomie.
Mais Bamako est totalement, je dirais, on n'écoute pas, c'est-à-dire on n'entend pas du côté de Bamako. Et il faut lui accorder cette autonomie? Mais je ne sais pas, c'est-à-dire, on a toujours dit appliquons la Constitution. Moi, j'ai dit la Constitution ne s'applique pas à Mars. La Constitution doit tenir compte de l'évolution sociopolitique d'une société. S'il se trouve que la majorité des populations du Nord, en ce moment précis, veulent un peu plus d'autonomie, je ne sais pas sous quelle forme, sous la forme d'une fédération, d'une plus grande décentralisation, il faut bien accéder, je dirais, à cette demande légitime. La zone sahélo-sahélienne, c'est 8 millions de kilomètres carrés. C'est vaste. C'est vaste. Alors, c'est vrai que ces gens, il faut les combattre avec fermeté, nous l'avons dit, et vous, encore plus, puisque vous pensez qu'il faut les combattre sans regarder sur les exigences de l'État, sans regarder les exigences de l'État de droit. Mais dans la pratique, au fond, ils viennent nous révéler à nos propres manquements, au fond. Oui, mais je ne suis pas un radical, c'est-à-dire que pour la solution militaire à tout prix, etc. Oui. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux faire comprendre aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de combattre le terrorisme pour les États africains et quand il s'agit de combattre le terrorisme pour les États occidentaux et les États-Unis. On est d'accord. Ce n'est que ça que j'ai dit. On est d'accord. On l'a bien compris. Le problème, c'est que on parlait tout à l'heure des ONG qui font des rapports. Oui. Bon, c'est vrai que on va parler d'États faillis, etc., etc. Oui. Mais le problème, si on n'aide pas ces États-là à se développer, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a un manque de démocratie. C'est bien beau de dire que, oui, voilà, l'illettrisme est énorme dans les zones rurales, etc. L'État doit aller vers ces gens-là. Quand vous dites si on n'aide pas, qui doit aider qui? Vous parlez, vous raisonnez en termes d'aide. On en est là? On en est là? Mais oui. Ça s'entend qu'on bénéficie. Non, mais effectivement, mais le problème c'est que à partir du moment où toutes nos matières premières viennent ici, parce que c'est aussi le chez-moi ici. Avec notre volonté, bien sûr. Avec notre volonté, mais le problème c'est que pourquoi les hommes ne peuvent pas venir comme les matières premières? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Mais maintenant, s'il n'y a pas un retour d'ascenseur de ces États-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Comment on va se développer quand des gens se lèvent un matin, ils disent qu'il y a un dictateur? Alors là, c'est en Libye, ils vont attaquer. Ben, il y a pas, derrière, il n'y a aucune solution. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour eux, il y a un dictateur. On va nous dire qu'il y a un dictateur au Bénin. On va nous dire qu'il y a un dictateur au Cameroun. On va nous dire qu'il y a un dictateur au Nigeria, etc. Allez, c'est les tomahawks. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que ces gens réfléchissent souvent par rapport à la société qui est la nôtre? Mais jamais. Ils veulent transposer leur démocratie comme ça chez nous. Ils ont voulu le faire en Irak, ça n'a pas marché. Ils ont voulu le faire. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic partagé avec vos deux contradicteurs? Il faut qu'on clarifie un peu votre pensée. Je suis d'accord d'une part. Vous êtes d'accord avec quoi? Parce qu'on ne sait pas avec quoi vous êtes d'accord. Avec le développement qu'on doit apporter à ces populations. D'accord, vous êtes d'accord sur ce principe-là. Il faut absolument apporter des réponses sociales, économiques, d'abord avant les réponses militaires. Tout à fait, mais il faut être ferme. En même temps. Oui, bien évidemment, mais il faut être ferme avec ça. Ça, c'est leur point de vue. Et vous trouvez que l'impératif démocratique, en tout cas au sens où on l'entend, est trop occidental, il faut laisser... Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. C'est votre point de... Oui, ça c'est mon point de vue. D'accord. Parce que je me suis toujours dit, mais c'est quand même pas possible. On nous dit que, voilà, il y a des terroristes en Irak. Non, en Syrie, parce que le cas le plus récent. Alors, on combat l'État islamique, etc. On envoie tout, le De Gaulle, les Américains envoient toute leur armada, etc. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'au départ, on nous disait, moi je suis allé en Syrie. Au départ, on nous disait, oui, ce sont des combattants de la liberté. Ces mêmes gens qu'on est en train, aujourd'hui, de sermonner en Afrique, ces djihadistes-là. On nous a dit, parce que ces gens-là avaient un calendrier en Syrie. Heureusement que la Russie est arrivée sur le terrain. Ne confondons rien, monsieur. Alain Jules Bénier, on va éviter la confusion. Il y a l'opposition libre syrienne qu'il ne faut pas confondre avec Al-Nusra ou Al-Qaïda ou Daesh.
cette opposition peut avoir été infiltrée par des terroristes, mais quand même, faisons la part des choses. On ne va pas assimiler opposition aux terroristes. D'ailleurs, nous reviendrons ce sera la thématique de notre troisième partie. On ne peut pas, en tout cas, je ne peux pas accepter dans mon émission que vous assimilez les oppositions aux terroristes. Ben, je n'ai pas assimilé la position. Bon, c'est parce que j'étais sur le terrain, donc je sais de quoi il s'agit. Mais on s'entend sur le principe qu'il faut apporter, en tout cas, des réponses pratiques. J'ai évoqué, et tout à l'heure, Amadou Koufal, le prédicateur radical, Peul, qui surfe sur les frustrations de la jeunesse Peul. Mais ça ne veut rien dire en même temps. Il n'y a pas de problème Peul, il y a un problème malien. La jeunesse malienne a des problèmes, la jeunesse béninoise, la jeunesse togolaise. Et à ces problèmes, il faut apporter des solutions. Comment doit-on s'imaginer maintenant la suite? Vous êtes spécialiste de cette question. Les analystes nous disent, attention, si le Burkina cède, si la digue du Burkina cède, c'est le seul pays de l'interland aujourd'hui avant les pays côtiers, et que ces gens infiltrent les pays côtiers, c'est fini. Ce sera la grande criminalité maritime. Que doit-on faire là maintenant pour éviter cette catastrophe? Je ne veux pas être alarmiste, mais voilà la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite? Mais déjà, ce qu'il faut faire, cher monsieur, c'est déjà que les États, le Bénin, le Togo, le Niger, coopèrent en termes de renseignement, en termes d'échange de matériel, de façon efficace. Ça me paraît déjà être quelque chose à mettre en œuvre rapidement. Et puis, je crois qu'il faut aborder cette question de façon sans trop de naïveté. Sans trop de naïveté. D'un côté, on a des personnes qui sont dans une démarche totalitaire. L'islamisme est une démarche totalitaire. Totalitaire. C'est pour ça que quand on veut faire des petits jeux entre des personnes qui ont une démarche totalitaire et celles qui revendiquent une démarche démocratique, je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Donc il faut à la fois, n'est-ce pas, s'engager, combattre. Ça me paraît nécessaire. Si on avait laissé... Mutualiser les moyens. Mutualiser les moyens, coopérer et trouver des solutions en l'absence d'État, un ensemble de choses. Ça me paraît véritablement évident. Monsieur Koulou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... en tout cas, c'est l'analyse que font certains, qu'on a manqué de solidarité vis-à-vis du Burkina, et voilà que maintenant ça descend vers le sud. Parce que rappelons-le quand même, depuis le début des années, le Burkina Faso a perdu depuis des mois des dizaines de ses soldats qui sautent parfois sur des engins ou qui sont victimes d'attentats. Près de 1200 écoles sont fermées aujourd'hui dans ce pays à cause des attentats. Est-ce qu'on a manqué de solidarité dans cette sous-région? Mais en fait, quand on parle de solidarité, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, c'est une illusion. C'est une illusion, elle n'est pas réelle. Il n'y a qu'à voir, par exemple, ce qu'on a appelé le droit de poursuite, qui a été fatal à Boko Haram autour du lac Tchad. C'est vrai. Mais vous avez pu voir que ce droit de poursuite était à géométrie variable. Le Nigeria accordait facilement le droit de poursuite au Tchad. Ce n'était pas le cas pour le Cameroun, quitte à sacrifier, je dirais, sa propre sécurité. Et vous avez pu voir à partir du moment où ils ont recouvré, je dirais, la quasi-totalité de leur autonomie dans le septentrion, immédiatement, c'est-à-dire ils ont mis fin à ce droit de poursuite, ce qui a permis aux djihadistes, je dirais, de se reconstituer en force puissante. Mais il y a un acteur dans cette sous-région, il est bien vrai, il est situé un peu plus au nord, qui a souvent apporté, ou alors qui est écouté, c'est l'Algérie. Vous avez pu voir que l'accord d'Alger, l'Algérie a su parler au mouvement de l'Azawad et obtenir cet accord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous voyez, l'Algérie est totalement en retrait de tout cela. Et puis, on soupçonne même l'un des acteurs vraiment de cette insécurité dans la sous-région, à savoir Iyad Agali, qui aujourd'hui est à la tête de la mouvance, je dirais, la plus terrible, à savoir le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Vous pensez quoi? De sources militaires bien introduites, il est protégé par l'Algérie, tranquillement au sud de l'Algérie. Mais on pourrait combattre... Alain Jules Meunier, ce que dit M. Congo est très, très intéressant. On doit se poser la question, pourquoi on a exclu l'Algérie du G5, enfin exclu du projet
du G5 et Sahel, alors que c'est un acteur important de la sous-région. Et pourquoi aujourd'hui les solutions qu'apporte l'Union européenne, l'aide qu'apporte, là il y a quelques jours, Angela Merkel, la chancelière allemande, s'était rendue dans 3 pays membres du G5 Sahel, pourquoi n'associe-t-on pas l'Algérie au projet de sécurisation de la sous-région, puisque les répercussions tombent aujourd'hui sur les pays du Sud? Mais écoutez, on revient au même débat. C'est-à-dire que voilà un acteur très efficace qui a su combattre chez lui le terrorisme. Absolument. En éradiquant ces groupes-là qui ont été obligés de fuir, de se retrouver au Mali, aujourd'hui de se retrouver au Burkina Faso, etc. Vous comprenez pourquoi cette marginalisation de l'Algérie? Ce n'est pas compréhensible. Moi, j'essaye de comprendre pourquoi on peut exclure. D'ailleurs, je précise quand même que l'Algérie, c'est l'armée la plus puissante d'Afrique. Comment peut-on... Et la mieux équipée aussi. Oui, absolument. Comment peut-on... 11 milliards de budget. Marginaliser voilà, l'armée la plus puissante de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a une espèce de complicité. C'est-à-dire que d'un côté, ils deviennent les supplétifs de certaines puissances. Quand on veut enlever les terroristes, vous voulez un dictateur, bien évidemment. Bien évidemment. On l'a vu en Libye. On l'a vu en Libye. Parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. À Benghazi, le clan Kadhafi n'a jamais dit qu'il allait faire des rivières de sang à Benghazi. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, bref, moi, je vous dis, et je me suis toujours inscrit en faux face à ce genre d'allégations, voilà, État failli, etc., dictateur, alors que des gens ne combattent pas. Je veux dire, c'est vrai. Nos insuffisances, les insuffisances de certains États, oui, il y en a. n'excluent pas qu'on évoque le caractère de duplicité de certains partenaires. Il faut dire aussi une chose, il y a quand même une grande surprise dans cette affaire, c'est que le Nigeria, qui est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest, a été en sérieuse difficulté par rapport à Boko Haram. Il a fallu que les Tchadiens viennent leur donner un coup de main pour qu'ils s'en sortent. Et pourquoi? Parce qu'il y a structurellement, l'armée nigériane, entre la corruption, entre un certain nombre de choses, est totalement désorganisée. Évidemment, c'est ça le problème. Les causes sont multiples et multi-sectorielles. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite.